Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. Tout s'accélère, c'est une semaine stratégique pour Nicolas Sarkozy. La candidature du président sortant devrait être officialisée en fin de semaine. Les militants sont impatients, le QG de campagne est prêt. Mais quel sera l'effet de cette annonce? À droite, on espère créer une dynamique et rassembler son camp. Déjà ce soir, un premier désistement et un ralliement, celui de Christine Boutin à gauche. Cette annonce de candidature est vécue comme un non-événement. Débat à suivre ce soir entre le socialiste Razi Hammadi et le sénateur UMP Philippe Dallier. Mais qui fait encore confiance à la classe politique grecque? Pas les manifestants qui ont exprimé leur colère hier dans les rues d'Athènes, transformées en champ de bataille, ni les dirigeants européens qui, malgré l'adoption du plan d'austérité, exigent toujours plus de garanties. En attendant, les Grecs ne sont pas au bout de leur peine. Analyse à suivre notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. Et puis chaque jour, les morts se comptent par centaines. Chaque jour, les bombardements sont intenses. Chaque jour, le régime syrien s'enfonce dans une répression aveugle et sanglante que l'ONU qualifie ce soir de crime contre l'humanité. Plus d'éléments dans le tour de l'info. Voilà pour le sommaire de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Le faux suspense durera quelques jours de plus. Si je vous le dis maintenant, vous ne viendrez pas demain à lancer ironique. Et Nicolas Sarkozy a des journalistes qui le questionnaient sur son entrée officielle à campagne. Une chose est sûre, la séquence est stratégique pour le président. Tout est prêt, les militants, le QG de campagne, les affiches et reste ce moment de l'annonce toujours délicat. Les détails avec Paul Bouffard. Le brouillard de la candidature n'est pas totalement dissipé, mais déjà, le QG de campagne se prépare. Derrière ces bâches, on s'active pour rafraîchir la peinture, la moquette serait grise. À Paris, au 18 rue de la Convention, on n'attend plus qu'une chose, l'annonce de Nicolas Sarkozy. Et cette semaine, l'agenda présidentiel s'accélère avant le jour J. Aujourd'hui, le président inaugure le nouveau siège de la gendarmerie. Officiellement, l'agenda n'est pas bousculé, mais à y regarder de plus près, Nicolas Sarkozy a déjà la tête ailleurs. Car pour l'Elysée, la semaine est stratégique. L'enjeu, donner le ton et le tempo de la campagne. Et surtout réduire rapidement l'écart avec François Hollande. Sécurité aujourd'hui, emploi demain, avec la visite de l'entreprise Photowatt sauvée de la faillite par EDF. Le moment tant attendu pourrait se produire mercredi, avec peut-être une intervention télévisée. Elle précéderait un premier déplacement officiel de candidat, jeudi à Lyon, sur le thème de l'immigration. À l'UMP, c'est le moment ou jamais. Pour nous, pour les militants en tout cas, sur le terrain, ils ont vraiment envie de commencer, ils ont vraiment envie d'y aller, ils ont vraiment envie que l'ensemble de l'UMP se mette enfin à créer cette dynamique. Il pensait s'inspirer de la candidature tardive de François Mitterrand en 1988. Nicolas Sarkozy fera plutôt comme Jacques Chirac, déclaré très tôt le 11 février 2002. En tout cas, il pourrait sans doute compter sur le soutien symbolique d'Hervé Morin, qui devrait annoncer son retrait ce week-end. Dimanche, à Marseille, près de 7000 militants sont attendus pour le premier grand meeting du candidat Sarkozy. Voilà, vous venez de l'entendre dans ce sujet, Hervé Morin qui devrait annoncer son retrait ce week-end et ce soir Christine Boutin qui a donc annoncé son désistement. Elle jette l'éponge et se rallie à Nicolas Sarkozy. C'est ce que l'on appelle un couac. La TVA sociale annoncée il y a quelques semaines par le président était rejetée en commission des finances à l'Assemblée nationale. La cause est toute simple. Il n'y avait pas suffisamment de députés UMP pour voter la mesure. Le chef des députés socialistes, Jean-Marc Ayrault, a déclaré que leur absence est révélatrice, je cite, d'un malaise. C'est beaucoup de bruit pour rien, a rétorqué ce soir le ministre de l'économie, François Baroin. L'actualité, bien sûr, ça se passe en Grèce et c'est un cycle presque connu d'avance. Austérité, violence, élections anticipées. Le Parlement grec a bien validé l'adoption d'un nouveau plan de rigueur, mais la colère de la rue impose au gouvernement la tenue d'élections anticipées en avril prochain. On voit tout cela avec Flora Sauvage. Alors que la Grèce se réveille ce matin avec la gueule de bois, Athènes a reçu les félicitations des Européens. Le commissaire européen aux affaires économiques a salué ce nouveau plan de rigueur comme une avancée cruciale vers le déblocage d'une aide européenne de 130 milliards d'euros. Pendant qu'hier, des scènes de guérilla urbaine faisaient rage dans la capitale grecque, le Parlement votait une cure d'austérité drastique sur injonction de ses créanciers. De vous, de votre vote, dépend le sort de la Grèce, si elle va rester dans l'euro ou pas, si elle va ou non être conduite à une faillite complètement chaotique. Ce plan d'austérité va entraîner une chute brutale des salaires dans le privé,
15 000 postes dans la fonction publique vont être supprimés et le salaire minimum va diminuer. Le salaire minimum va baisser à 580 €, ce qui est, les prix sont les mêmes qu'en Europe. On peut s'imaginer que personne ne peut vivre dans ces conditions. Il y a des gens, de plus en plus de SDF, des gens qui vivent sans électricité. Ce plan devrait permettre à la Grèce d'économiser 325 millions d'euros supplémentaires sur son budget 2012, condition imposée par Bruxelles pour l'octroi du nouveau plan de soutien en faveur d'Athènes. Mais il reste également à la Grèce à apporter l'engagement écrit que le nouveau gouvernement grec continuera à appliquer le plan de rigueur. Les Européens veulent s'assurer que les promesses ne voleront pas en éclats après les élections anticipées prévues en avril dans le pays. Athènes a jusqu'à mercredi, date de la réunion de l'Eurogroupe, pour apporter les garanties nécessaires à l'octroi du nouveau plan de soutien. Et la situation en Grèce, on en parle avec notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Jean-Louis, on le voit, c'est un plan qui est très très sévère. La question, c'est son application. Est-ce que les actes vont suivre? Alors le plan est effectivement très sévère, il faut l'additionner par rapport au premier, c'est-à-dire que c'est le second. Et si vous additionnez les deux, vous arrivez à des sacrifices qui sont demandés à la population grecque qui s'élèvent à 170 milliards d'euros. C'est pratiquement 40% du PIB grec, c'est donc absolument considérable. Alors l'affaire n'est pas encore totalement terminée, car il reste deux choses à régler d'ici l'Eurogroupe de mercredi prochain. Il y a encore 350 millions d'économies qu'on va encore leur demander, qu'on économisera sans doute sur le budget militaire, et ensuite l'engagement de tous les partis membres de l'actuelle coalition à se battre pour les élections d'avril, législatives d'avril qui vont avoir lieu en Grèce, à se battre pour l'application de son programme. Et puis après, maintenant, donc, il y a la fameuse application. Alors, il y a deux problèmes. Il y a un problème politique et économique. Politique, il y avait 80 000 manifestants dans les rues à Athènes ce week-end. Est-ce qu'on peut imposer de tels sacrifices à une population quand il y a un mouvement de rejet aussi considérable? Et puis, l'aspect économique, c'est-à-dire quel va être l'impact de ces différentes mesures si elles sont appliquée sur la situation économique, sur la conjoncture grecque. D'ores et déjà, le PIB grec en 3 ans a baissé de l'ordre de 10%. Comment voulez-vous qu'un pays sorte des richesses pour pouvoir régler et appliquer ce fameux plan de redressement dans une conjoncture dépressive? Donc on risque de se retrouver avec un effet boomerang qui rendra de toute façon inopérant ce fameux plan de redressement. Cela dit, mercredi, il y aura les 130 milliards qui vont être mis sur la table par la Commission européenne, les 100 milliards d'abandon de dette des banques, c'est quand même énormément d'argent, qui garantit au moins que le 20 mars prochain, date de la prochaine échéance de dette grecque, Athènes pourra faire face. Jean-Louis, on le voit dans nos différents reportages, quand on pose la question aux Grecs, ils ne veulent pas sortir de la zone euro, ils veulent garder dans leur portefeuille des euros. Mais si c'est un plan qui est tellement dur, pourquoi ne sortent-ils pas de la zone euro finalement? Alors, le plan va leur faire baisser, les deux plans leur font baisser leur pouvoir d'achat de leur 50%, ce qui est absolument considérable. On a vu à quel niveau allait être porté dans le reportage précédent le salaire minimum en Grèce. C'est absolument énorme. Or, de quoi s'aperçoivent les Grecs? C'est qu'effectivement, leur pouvoir d'achat en euros baisse de 50%, mais s'ils sortent, ils auront un pouvoir d'achat en drachmes, c'est-à-dire qui vaudra 0. Donc, le choix qui leur est proposé, et c'est ça qui est absolument dramatique pour ces gens, c'est soit vous perdez 50%, soit vous perdez tout. Donc c'est bien le chaos ou la rigueur? Alors, pardon? C'est bien le chaos ou la rigueur? C'est la rigueur au carré ou le chaos, si vous voulez, effectivement. Et donc les Grecs, vous les avez entendus pendant les manifestations, ils ne veulent pas le prix du maintien dans l'euro, mais personne ne dit « nous voulons sortir » de l'euro. Quant aux Européens, d'abord, il n'y a pas de mesure possible d'exclusion dans les traités. Et d'autre part, une sortie de la Grèce, c'est également catastrophique pour les autres Européens. Il ne faut pas oublier ça. On a calculé, par exemple, pour la France, que ça serait une facture de l'ordre de 30 milliards d'euros à sortir si les Grecs faisaient défaut sur leur dette. Donc personne n'a intérêt à sortir de l'euro. Seulement, c'est plus douloureux pour les Grecs que pour nous. Pour les autres. Merci beaucoup Jean-Louis. J'ajoute d'ailleurs sur ce sujet que ce soir, le candidat du Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon, et quelques 500 personnes sont réunies en ce moment même devant l'ambassade de Grèce à Paris, appelant à la résistance et à la solidarité avec le peuple grec. De son côté, et la candidate Europe Écologie Les Verts, Eva Joly, a annoncé ce soir qu'elle se rendra à Athènes vendredi pour soutenir le peuple grec. Je ne sais pas si ça soulagera leur souffrance, mais en tous les cas, il y a de la solidarité. Merci Jean-Louis. La suite du 22h avec à présent la réponse à François
François Bayrou, le candidat centriste, avait évoqué hier une possible réunion entre les dirigeants des grands courants démocratiques si Marine Le Pen n'obtenait pas les fameux 500 parrainages. Eh bien, à droite comme à gauche, son idée a fait un flop. On voit tout cela avec François Goulin. C'est le premier des candidats à faire un pas vers Marine Le Pen et peut-être le seul. François Bayrou a proposé d'organiser une rencontre entre les principaux candidats à l'élection présidentielle. Objectif, trouver une solution au problème des parrainages rencontré par la présidente du Front National. Le MoDem ne veut pas avancer seul, déclare son président, mais au Parti socialiste, la réponse est lapidaire. Même au nom du pluralisme, il n'en est pas question. Je ne vais pas trouver, même sur injonction du Parti socialiste, beaucoup de volontaires du côté des maires socialistes et divers gauche pour donner leur signature à Marine Le Pen, qu'ils soient anonymes ou pas. Parce que ce n'est pas nous, notre culture politique, que d'aller favoriser une candidature d'extrême droite. Eva Joly, en déplacement aujourd'hui à Marseille, balaye l'idée du revers de la main. Ce n'est pas mon problème, assène-t-elle. Les règles sont les mêmes pour tous. Même son de cloche à l'UMP. Le ministre du Travail Xavier Bertrand comme Christian Jacob, le chef des députés UMP, ont eux aussi écarté la proposition de François Bayrou. Dans les rangs des plus conservateurs du parti, la droite populaire, l'idée d'une aide directe avec des dons de signature est rejetée, mais le discours est plus conciliant. Il ne faut pas culpabiliser les maires qui, par souci du bon fonctionnement de la démocratie, souhaitent que Marine Le Pen soit candidate. Alors que le monde politique et médiatique s'agite autour d'elle, la principale intéressée, Marine Le Pen, rejette la proposition et estime ne pas avoir à appeler les autres partis à l'aide. Elle assure approcher des 400 signatures. Le Conseil constitutionnel doit se prononcer avant le 22 février sur le possible anonymat de ces parrainages. Et il est l'heure de notre débat politique, à quelques jours, à quelques heures même de l'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy. À droite, ils trépignent d'impatience, espérant que leur champion réussira à inverser la tendance. À gauche, on joue la force tranquille, assurant que cette annonce est un non-événement. On en parle ce soir avec nos invités. Le socialiste Razi Hammadi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, secrétaire national du PS, chargé des services publics. Avec nous également, le sénateur UMP de Seine-Saint-Denis, Philippe Dallier, bonsoir. Bonsoir. Razi Hammadi, pourquoi êtes-vous sûr, ou donnez-vous l'impression d'être sûr, vous les socialistes, que l'officialisation de la candidature de Nicolas Sarkozy ne changera rien au cours de la campagne? Parce qu'on ne voit pas ce qu'elle peut changer, sachant que c'est la situation dans laquelle on est depuis 2007. Il y a eu une campagne en 2007 et depuis son élection en tant que président, il est en campagne. Il ne s'est jamais arrêté d'être en campagne. D'ailleurs, il aurait peut-être fallu le lui dire pour qu'à un moment il s'arrête et qu'il se dise les engagements sur lesquels je m'étais exprimé, il faut que j'y réponde, que ce soit sur le pouvoir d'achat, que ce soit sur l'emploi, que ce soit sur... Donc ça ne change rien. Ce qui changerait quelque chose, c'est qu'à un moment donné, il soit véritablement président. Non mais... Écoutez, toutes les campagnes présidentielles précédentes ont montré l'importance d'une entrée en campagne réussie. Que ça soit pour le challenger ou les challengers, que ça soit pour le président de la République en place. Donc, une campagne présidentielle, comme toute campagne politique d'ailleurs, c'est une succession de dynamiques. Et l'entrée en campagne, c'est un moment particulier. Donc, bien évidemment... Qu'est-ce que vous attendez? On a appris ce soir que Christine Boutin se rallie à Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous allez attirer d'autres candidats dans vos filets? Je pense qu'on est dans une phase de clarification de la situation. Cette élection se caractérise par le fait, à mon avis, qu'il n'y a pas beaucoup de place pour ce qu'on appelle les petits candidats. Je n'aime pas le terme, mais c'est comme cela. Aussi bien à gauche qu'à droite, les petits candidats ne décollent pas dans les sondages et on va effectivement vers une confrontation qui a l'air de se profiler plus dur que d'ordinaire, mais on va vers une confrontation. Donc les choses sont en train de se clarifier. Le président de la République va entrer en campagne. Donc faites bien attention à votre confiance affichée et affichée depuis trop longtemps, à mon avis, va vous jouer des tours. Il n'y a aucune confiance, il y a une sérénité dans le fait que ce que l'on considère comme aujourd'hui vérifié, en tout cas sur le terrain, c'est une véritable volonté de changement et surtout aujourd'hui des Français qui n'en peuvent plus et on le voit en tout cas sur le terrain, on le voit aussi dans ce qui nous est dit, on le voit dans la manière dont ils sentent aussi qu'il y a un malaise qui n'est pas seulement social, qui est y compris moral et je pense sur de nombreux aspects incarnés dans la manière dont on a fait de la politique depuis des années et surtout puisque vous parlez de l'entrée en campagne et que je vous parle de malaise moral, nous on a un problème.
un problème véritable sur lequel on s'est exprimé officiellement aujourd'hui. Nous avons tout à fait, il y a un président de la République qui aujourd'hui clairement fait campagne avec les impôts des Français. Il est selon vous candidat depuis 2007, pourquoi ne l'avez-vous pas saisi plus tôt? Parce qu'il y a une différence, il y a ce que l'on appelle le temps de la campagne officielle, les candidatures, le fait de ne pas utiliser les moyens financiers, notamment parce qu'on est dans le cadre de l'utilisation justement de fonds publics et que les comptes de campagne sont pris en compte à partir du moment où des actes clairement définis caractérisent une démarche de conquête de l'opinion, ce qui a été le cas du candidat à Fessenheim et dans le Tarn. Philippe Dallier, sur ce déplacement en particulier, vous sentiez plus poindre le candidat derrière le président que le président derrière le candidat? Que le président de la République dise ce qu'il a à dire sur la politique énergétique de la France et plus particulièrement sur la filière nucléaire me semble une évidence. Mais ne vous impatientez pas. Le président de la République va entrer en campagne et à ce moment-là. On s'est impatienté il y a quelques temps. Écoutez, je ne sais pas. Vous avez. Nous on s'impatiente pas de l'entrée de. Nous on s'impatiente juste du fait qu'il soit intégré à ses comptes de campagne. Vous regrettez qu'il ne l'ait pas encore fait. Rassurez-vous. Il va le faire et à ce moment-là, les choses seront définitivement clarifiées. Mais je pense que vous vendez la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce que. Il y a une certaine arrogance chez François Hollande. On a l'impression pour vous que la campagne est faite, que la messe est dite. Vous verrez, beaucoup de Français ne savent pas encore pour qui ils vont voter. Tous les sondages le montrent et vous verrez que les Français doutent aujourd'hui et que vous avez bien tort d'être aussi confiant que vous le manifestez. Bien, mais ne vous énervez pas. Il n'y a pas d'impatience. La seule impatience que j'ai, c'est qu'on ait une réponse claire dans ce pays, quand on est candidat sortant et qu'on fait campagne, très clairement, parce qu'il s'exprime très précisément sur la politique énergétique de la France, certes, mais y compris sur les propositions. S'il vous plaît, vous m'avez demandé patience. Donc nous, notre sérénité, elle est une sérénité de personnes, de militants, de citoyens qui veulent incarner un changement. Nous avons un programme, il est chiffré, des orientations, elles sont claires, on les porte, on a notre calendrier. Donc maintenant que Nicolas Sarkozy ait précipité justement son acte de candidature parce que ça devait être plus longtemps, parce que comme il n'est pas bon président, il vaut mieux qu'il soit candidat le plus tôt possible, etc. Ça, on s'en moque. On pourra peut-être parler du fond parce que je pense qu'à mon avis, les Français sont plus intéressés par ça. Vous avez parlé d'un duel, justement. Ce duel ne tient pas au hasard puisque Nicolas Sarkozy a tout fait pour le susciter, notamment en évoquant dans cette campagne des sujets, des thèmes qui clivent. Est-ce que vous êtes en phase avec ces thématiques que jalousent le Front National, comme l'immigration, les obligations des chômeurs, le mariage des hommes? Pas d'accord avec le mariage homosexuel. Le président de la République a toujours clivé. Dans la campagne de 2007, ça a également été le cas. À mon avis... Donc c'est la recette de son succès pour 2012? Non, ce n'est pas une question... Je veux dire, c'est assez conforme à son caractère. Après, on en pense ce que l'on veut. Mais ça n'est pas quelqu'un qui fait dans l'eau tiède, ça n'est pas quelqu'un qui est dans le flou. Au moins, vous pourrez lui reconnaître qu'il dit les choses. Après, vous les appréciez, vous ne les appréciez pas, mais il les dit. Ceci étant dit, les temps ont radicalement changé. Les temps sont difficiles, incertains. Et je pense que le président de la République va poser clairement les enjeux sur tous les sujets et que les Français auront à se déterminer. Est-ce que vous êtes à l'aise avec toutes ces nouvelles thématiques qui sont été évoquées, vous? Écoutez, il y a beaucoup de sensibilité à l'UMP. Il y a des gens qui sont plus à l'aise sur certains thèmes et d'autres qui sont moins à l'aise. Moi, sur certains thèmes, je ne suis pas tout à fait à l'aise. Mais ceci étant dit, le procès... Je veux comprendre sur quel thème vous n'êtes pas à l'aise, simplement. Mais ceci étant dit, par rapport au procès, j'allais dire presque en sorcellerie, qui a été fait à Claude Guéant, au président de la République, sur le fait qu'il ne partagerait pas nos valeurs républicaines, parce que, et ça a même été dit plus que ça, qui a été dit à l'Assemblée nationale par un député PS ou apparenté PS, c'est absolument excessif et inacceptable. Maintenant, à l'UMP, dans la droite républicaine, comme à gauche, il y a des sensibilités différentes, elles s'expriment. Et vous avez exprimé ce soir, vous ne m'avez pas dit les sujets, mais vous n'êtes pas d'accord sur tout. Mais qui est toujours d'accord sur tout? Mais pour autant, je soutiens le président de la République et je vous dis que cette campagne électorale qui s'annonce posera clairement les débats sur tous les sujets. Valeurs contre valeurs. Monsieur Dallier disait que le président de la République avait toujours clivé, mais il clive y compris les Français entre eux. C'est-à-dire, lorsque ça n'est pas les chômeurs, c'est la fonction publique. Lorsque ça n'est pas la fonction publique, c'est les prétendues civilisations, mais on sait très bien à qui ça s'adresse. D'ailleurs, monsieur Guéant confond régime, société et civilisation. Et je souscris, pour ma part, pleinement à ce qu'a été l'analyse de monsieur Letchimy, qui est pas simplement... Attendez, mais arrêtez. C'est pas parce que vous allez donner des... Pas parler de nazisme. C'est pas parce que vous allez
allez me couper la parole, ça n'est pas parce que vous allez... Excusez-moi, ça n'est pas parce que vous allez me couper la parole ou donner des coups de menton que vous allez ridiculiser mon propos. Les propos de Serge Letchimy, Pour ma part, François Hollande ne les a pas nuancés. François Hollande a considéré que la polémique était inutile et je pense qu'il est du rôle du candidat à l'élection présidentielle de ne pas descendre à la polémique. Moi, pour ce qui me concerne, je reprends ce que sont les termes d'Hannah Arendt. Je reprends ce que sont les termes de tous ceux qui ont critiqué l'état dans lequel l'Europe s'était inscrite avant la Seconde Guerre mondiale et qui a préparé, selon les philosophes, selon les plus grands penseurs de notre temps, à la barbarie dans laquelle nous avons été. Et donc, faire des... Attendez, vous voulez un débat, mais arrêtez-vous 2 minutes, vous voulez un débat de fond, donc on peut l'avoir aussi sans s'énerver. Vous êtes dans l'outrance. Bon, alors, excusez-moi, l'outrance pour moi, c'est de comparer les civilisations en disant qu'il y en a qui sont inférieures et d'autres. Et lorsqu'on sait en une phrase que ce gouvernement quand même, les civilisations, ça l'a pas beaucoup gêné lorsqu'un dictateur qui torturait son peuple est venu planter sa tente en plein Paris. Bon, on a vu comment il a fini. Voilà. Philippe Dallier, je veux aussi avoir votre regard sur... Mais si la France est allée faire en sorte que ce dictateur connaisse le sort qu'il a connu, oui, vous devriez avoir le courage de le dire également. La gauche l'a dit, elle sait sur ce sujet, sur la Libye, ce qui s'est passé. Vous étiez derrière ce qu'a fait Nicolas Sarkozy. Pas quand il était là. Pas quand il est venu en visite. Allez, on va clore. Juste une question, parce que je vais passer la parole à Philippe Dallier. Parce que, attendez, à gauche, vous avez souvent dénoncé les grognards, les snipers de l'UMP, mais que pensez-vous vous-même de cette phrase de Pierre Moscovici qui dit que Nicolas Sarkozy est prêt à tout? C'est quoi à tout? À tout, c'est qu'on voit que la campagne est assez violente, c'est-à-dire à tout, c'est y compris ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire fouler du pied aujourd'hui des règles élémentaires de vie, de droit de notre pays. C'est-à-dire on est candidat. On vit sous une dictature, on vous a bien compris. Non mais vous êtes incroyable. Mais non, je ne suis pas incroyable. Je trouve qu'on discute le terme choisi par Claude Guéant, je peux le comprendre. Qu'on assimile la République française aujourd'hui au nazisme et qu'on parle de camp de concentration. Mais ce sont les termes de légitimité à l'Assemblée nationale. Je trouve qu'on est... Mais oui, monsieur, c'est trop important. On est dans l'outrance et vous devriez mesurer vos propos. C'est tout ce que je dis. Dites-le à monsieur Guéant. A marqué vraiment la droite et la gauche et l'opinion, puisqu'on en parle quelques jours plus tard. Je voudrais terminer quand même par les ralliements. Est-ce que vous espérez vraiment qu'il y ait d'autres ralliements aujourd'hui, Philippe Dallier? Je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'il n'y a pas de place dans cette élection pour les petits candidats. Les sondages le montrent, ils ne décollent pas du 0 ou des 1%. Les oreilles qui sifflent ce soir. Hervé Morin, à mon avis, renoncera à se porter candidat dans les jours qui viennent. Et je pense que la candidature de Dominique de Villepin n'a aucune chance de prospérer. Donc je pense qu'on va vers une clarification au sein de la droite républicaine. C'est dit. Razia Madi, le mot de la fin. Pour vous, l'officialisation de candidature de Nicolas Sarkozy est un non d'événement, mais vous allez quand même réagir, je suppose. Et votre champion aussi, François Hollande. On aura une réaction à ce que sera l'entrée en campagne, mais comme je vous le dis, on a des ouvriers en randonnion, on a des entreprises publiques qui sont mobilisées pour faire des meetings. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La campagne a commencé, on le voit déjà avec vous, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été nos invités ce soir. La suite du 22h, tout de suite, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est préparé par Cécile Sixou. C'est David contre Goliath. Paul François, un céréalier charentais, a gagné son combat contre Monsanto. La justice a reconnu le géant des pesticides responsable de ses problèmes de santé. En cause, un herbicide, le Lasso, fabriqué par la firme chimique et inhalé par l'agriculteur en 2004. Cette condamnation est une première en France. Elle devrait faire jurisprudence. Monsanto envisage toutefois de faire appel. Ce jugement les condamne à 16 ans d'emprisonnement chacun, ainsi qu'au versement de dédommagements financiers légaux. Le verdict prononcé aujourd'hui à Turin dans le procès de l'amiante est historique. Les deux accusés, Stéphane Schmideni et Louis de Cartier de Marchienne, ont été reconnus coupables de la mort de 3000 personnes. Ces deux anciens responsables de la société Eternit, une entreprise d'amiante ciment, ont fait travailler pendant des années des centaines d'ouvriers sans protection. La Syrie continue de diviser la communauté internationale. L'appel de la Ligue arabe pour une force de paix commune avec l'ONU ne met pas tout le monde d'accord.
Paris met en garde contre toute action à caractère militaire. Moscou, de son côté, pose ses conditions. Nous étudions l'initiative de la Ligue arabe et attendons que nos amis des pays arabes clarifient certains points dans les jours à venir. Pour l'ONU, le régime syrien est vraisemblablement responsable de crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, Homs était toujours sous les bombes. La DOPI ouvre son volet judiciaire après avoir envoyé un mail, puis 6 mois plus tard une lettre recommandée aux internautes soupçonnés de téléchargement illégal. La haute autorité entame la 3e phase de sa réponse graduée et transmet désormais les dossiers litigieux à la justice. Les pirates de la toile risquent une amende de 1 500 € et une suspension d'accès à Internet d'1 mois. Alors qu'Éric Besson recevait aujourd'hui les conclusions d'une étude nommée Énergie 2050 qui propose de prolonger la durée de vie du parc nucléaire français, d'autres s'amusent sur la toile à le faire disparaître, mais avec le sourire. La dernière page du 22h à présent et nous allons parler d'un documentaire intitulé L'école à bout de souffle. C'est un sujet, l'école dont on parle beaucoup, en pleine campagne présidentielle bien sûr, mais également sur Public Sénat. Et on en parle ce soir avec Simon Barbaret. Bonsoir Simon. Bonsoir Sonia. Alors l'école à bout de souffle, c'est quoi ? Alors c'est un documentaire réalisé par Marina Julienne. Cette réalisatrice, mère de 3 enfants, part d'un constat. Les élèves français ne sont pas tous égaux devant la réussite. Et pour savoir pourquoi, elle donne la parole aux premiers concernés, les parents, les enseignants, les élèves, mais aussi des observateurs, pédagogues et sociologues. Et tous dénoncent des programmes scolaires surchargés. En France, on apprend beaucoup et très tôt, mais on comprend peu. Et comme le dit l'un des intervenants, le pédagogue Philippe Mérieux, pour bien réussir à l'école, mieux vaut avoir un environnement familial favorable. On apprend beaucoup mieux au calme à la maison avec des parents attentifs que dans une salle de classe. Ça c'est sûr. Mais Simon, c'est paradoxal. Vous me dites que les programmes scolaires ils sont très denses, très chargés. En même temps, la France, elle est très mal classée dans les différentes enquêtes, dans les classements internationaux. Comment ça se fait ? Oui, elle fait partie des plus mauvais élèves des pays industrialisés. Mais on apprend dans le documentaire que pourtant les petits Français travaillent 100 heures de plus par an que leurs camarades européens. Mais la réalisatrice, elle pointe du doigt la culture de la performance enseignée trop tôt, dès la maternelle. Les élèves sont évalués et classés du plus mauvais au plus doué. Et donc la dictature de la note supplante le plaisir d'apprendre. Les élèves sont stressés, les parents aussi, et parfois ils se tournent vers le soutien scolaire privé, et donc encore plus de cours. Mais qu'est-ce qu'elle propose, la réalisatrice, justement, pour limiter, pour contrer cet échec scolaire ? Alors Marina Julienne a choisi des pistes de réflexion en Finlande. C'est l'un des meilleurs élèves européens en la matière. Là-bas, les élèves ne sont évalués qu'à partir de l'âge de 12 ans. Il n'y a pas de classement visant à stigmatiser les élèves les moins performants. Les enseignants sont recrutés par les chefs d'établissement eux-mêmes, mais surtout les classes sont réduites et encadrées par plusieurs professeurs. Alors reste à savoir si le modèle finlandais dans sa globalité est applicable en France, mais on n'en dit pas plus, c'est à découvrir dans le documentaire à suivre. On va le regarder ensemble. Simon, merci. Pour une fois que c'est pas le modèle allemand dont on parle, c'est le modèle finlandais, un modèle de plus peut-être pour les Français. L'école, c'est un sujet qui nous intéresse tous. Regardez, c'est à suivre tout de suite sur Public Sénat. Belle soirée à vous. Vous séparez vos tables, vous sortez votre classe. Naïma. Toujours les mêmes conditions d'examen. On est chronométré. On ne peut pas regarder sur le cahier de son voisin, ça servirait à rien. Il raconte peut-être des bêtises. On s'occupe que de soi. On montre ce qu'on sait faire. Et vous savez faire des tas de choses. Hein, Marion? D'accord? Arthur? Pourquoi il y a le sujet et les réponses sur Internet Il y a les réponses? Oui, il y a le sujet. Et alors, qu'est-ce que t'as fait quoi? Tu les as regardées? Non, pas du tout. Super. Donc tout va bien. Tu peux passer tes évaluations tranquilles. Vous allez avoir 2 minutes. Allez, c'est parti. Qui a parcouru le plus grand trajet? Il vous reste un petit peu moins d'1 minute. Maintenant, retourne aux toilettes, tu as travaillé.
vous reste 15 secondes. N'oubliez pas d'utiliser le temps qu'il vous reste pour vérifier votre calcul. 10 secondes. 5 secondes, oui. Stop. Stop. On va à la page d'à côté. Alors, vous avez 3 divisions. On ne badine pas avec les consignes du ministère. 25 pages d'exercices à faire en 4 jours. L'évaluation des élèves est devenue un véritable sport national. Normalement, vous avez fini la première. Il est temps de passer à la deuxième. Stop. Alors là, on va refaire un dernier effort. C'est tout ce que vous aimez. Stop. Ils ont 7 ans à peine et déjà 860 heures de cours par an. C'est 200 heures de plus que dans les autres pays européens, mais ce n'est pas plus efficace, surtout pour les plus faibles. Au niveau national, 20% des écoliers arrivent au collège avec de grosses lacunes. Tant de pression pour si peu de résultats. Donc, petit calcul, des additions et des soustractions. Mais on essaie de se souvenir de tous les petits trucs qu'on a déjà vus en calcul mental. 156 plus 9. On écrit. La France s'entête dans un système éducatif toujours plus sélectif. Pour les enseignants, si motivés soient-ils, c'est un casse-tête de respecter les programmes en s'assurant que toute la classe suit le mouvement. 5, j'y retiens 1 et ça fait 165. Quelqu'un qui aurait fait autrement? Alexis. Sandrine Vercouter parvient pourtant à susciter la réflexion de chacun, même sur des exercices aussi scolaires que le calcul mental et l'autodictée. Mais elle doute parfois de l'efficacité du système. D'accord, tu t'es dit que 9, c'était 4 plus 5. Donc tu as mis le 4 avec le 6 pour faire 160 et après tu as rajouté le 5. Très astucieux aussi. Aujourd'hui, vendredi, jour de l'autodictée. Vous êtes en forme, hein? Alors on passe à la suite. Vous allez avoir besoin d'un crayon de bois bien taillé. Vous voyez comment c'est une journée de classe. On n'a pas vraiment l'impression qu'on chôme. Hein. Il nous manque du temps. On n'oublie pas de souligner autodictée. Moi, j'ai souvent l'impression qu'on enfourne. Hein, on leur en met énormément dans la tête parce que les programmes sont comme ça. Les fantômes. Et je pense que aller trop vite, c'est compromettre les chances de certains élèves. On toujours fait peur. J'ai vraiment l'impression qu'on essaie de repérer les individus remarquables, qu'on modifie l'école pour ces enfants-là, en quelque sorte. Quand je suis rentrée à l'UFM, on m'a dit, le métier d'enseignant, c'est vous allez donner les clés à des enfants pour qu'ils deviennent de futurs citoyens. Donc effectivement, ces clés, c'est lire, écrire, compter, mais aussi leur ouvrir l'esprit, leur permettre de débattre, d'avoir des idées, d'oser les exprimer, de prendre la parole en public, etc., etc., quoi. Donc ce projet-là, c'est un projet